Je suis le professeur Hamidi Reda Malek, je suis réanimateur et je travaille au service de réanimation médicale du CHU d'Ibn Messous, dont je suis le chef de service. Alors j'ai vraiment le plaisir aujourd'hui de débattre et de discuter avec vous le bon usage des antibiotiques aux urgences, un sujet qui, comme vous le savez, nous occupe et préoccupe beaucoup, surtout que la course contre la montre semble bien être aujourd'hui à l'avantage des bactéries, car plus nous utilisons des antibiotiques, et notamment des antibiotiques à large spectre, plus les bactéries développent des résistances. Et cette résistance bactérienne a pris malheureusement aujourd'hui une nouvelle dimension avec l'émergence de carbapénémases, qui sont des enzymes produites par les bacilles à gram négatifs, notamment les entérobactéries, et qui inactivent les carbapénèmes. J'ai un peu réfléchi sur la façon qui allait probablement guider cette question. Je centrerai mon topo sur 4 questions. Tout d'abord, à quel moment je dois commencer mon traitement antibiotique? Par quel antibiotique? Comment optimiser le traitement une fois que le germe responsable de l'infection a été identifié? Et enfin, quelle serait la durée du traitement? Donc à la première question, à quel moment dois-je commencer mon traitement antibiotique? Je pense que le plus vite possible serait le mieux. Surtout si l'épisode clinique est suspect d'infection sévère, c'est-à-dire soit comme un malade est en sepsis sévère ou encore en choc septique. Comme vous le savez, il existe aujourd'hui beaucoup de données dans la littérature qui montrent que tout retard de l'antibiothérapie est associé à une augmentation de la mortalité. Alors, je vous montre cette étude publiée en 2006, l'étude de Kumar, qui a montré que chez les patients qui étaient en choc septique, qu'à chaque fois que le traitement antibiotique était retardé par rapport à l'apparition des signes cliniques, comme ici, l'hypotension, eh bien la mortalité, elle augmente, et elle augmente par heure, puisqu'elle a été de 17% dans la première demi-heure, de 22% dans la première heure, et de 52% dans les 6 premières heures. Alors, d'une manière générale, 2 conditions sont nécessaires et suffisantes pour commencer notre traitement antibiotique. Tout d'abord, il faut que l'infection soit bactérienne, cliniquement présente, et qu'il y ait une urgence thérapeutique. Alors, l'infection bactérienne cliniquement présente, mais il faut faire très attention, puisque quand on est au niveau des urgences, je vous rappelle que toute fièvre n'est pas synonyme d'infection, et que toute infection n'est pas forcément bactérienne. Alors, toute fièvre n'est pas forcément une infection. Il y a bien évidemment beaucoup de situations qui peuvent s'accompagner de température, comme par exemple une maladie thromboembolique veineuse, une maladie de fond, par exemple maladie de système ou une néoplasie, certaines réactions inflammatoires, notamment le syndrome inflammatoire de réponse systémique qui peut accompagner plusieurs pathologies comme la pancréatite, et parfois on peut avoir une allergie aux antibiotiques et donc on peut développer de la température. Toute infection n'est pas forcément bactérienne, et comme vous le savez, aujourd'hui, il y a, à côté des infections bactériennes, il y a aussi des infections donc, virales et des infections à levure. Et il existe aujourd'hui, en tous les cas, des biomarqueurs qui nous permettent justement de faire la différence et porter le diagnostic de l'infection bactérienne, comme la procalcitonie. Alors la deuxième condition, il faudrait qu'il y ait une urgence thérapeutique, notamment en fonction de la localisation. Par exemple, lorsque l'infection survient dans des sites qui sont difficilement accessibles, comme les infections neuroméningées, parfois des infections qui sont foudroyantes, les cellulites extensives, la gangrène gazeuse, les endocardites aiguës septicémiques et les pneumopathies hypoxémiques graves. Alors le terrain constitue aussi donc une urgence thérapeutique, notamment l'infection qui survient chez le splénectomisé, le neutropénique fébrile, le patient infecté porteur d'une prothèse vasculaire, mais aussi et surtout le polytraumatisé qui présente des fractures ouvertes. Enfin, lorsque l'infection est importante et grave, c'est-à-dire que le malade, soit qu'il est en sepsis sévère ou en choc septique, et c'est ce qu'on voit habituellement dans les angiocolites, dans les péritonites, dans les pyélonéphrite sur obstacle, ou en cas de purpura fulminans, ou alors lorsqu'il existe une défaillance d'organes. Alors, premier message, une antibiothérapie le plus rapidement possible, mais surtout après avoir réalisé des prélèvements microbiologiques. Il est important de réaliser aujourd'hui des prélèvements avant toute antibiothérapie pour 2 raisons essentielles. Tout d'abord, ne pas décapiter une infection, comme on le voit dans cette étude de Prats, qui montre que chez des patients qui ont reçu un traitement antibiotique, mais ils ont été prélevés après l'introduction du traitement antibiotique, eh bien on voit que quelques heures après l'introduction de ce traitement, eh bien la moitié des cultures étaient négatives. Je pense que c'est une situation qui n'arrangerait pas nos confrères microbiologistes quant à l'identification du germe responsable de l'infection. Deuxième raison, c'est pour ne pas passer à côté d'un diagnostic différentiel.
Par exemple, je suis face à une détresse respiratoire. Ça peut être bien évidemment une pneumopathie pour laquelle donc, il y a un germe qui pourrait être identifié, comme ça pourrait être aussi une autre cause de cette détresse respiratoire, une embolie pulmonaire ou un œdème aigu du poumon. Et sous peu que j'utilise donc d'autres thérapeutiques pourraient fausser le diagnostic de l'infection bactérienne. Alors le minimum de prélèvements que l'on doit réaliser au niveau des urgences, c'est peut-être des hémocultures, au moins une lors de la pause de la perfusion, une ponction percutanée d'une cellulite ou d'une médiastinite, un ECB des urines, peut-être parfois des bandulettes urinaires, à la recherche d'une leucocyturie et des nutrites, un prélèvement bronchique distal, protégé pour les malades qui présentent une pneumonie donc grave, hypoxémiante et qui sont probablement intubés et ventilés, et bien sûr la mise en culture d'un cathéter. Alors, la deuxième question, comment choisir l'antibiothérapie probabiliste? Il faut savoir que choisir une antibiothérapie probabiliste, c'est résoudre une équation à plusieurs variables partiellement inconnues. Tout d'abord, nous devons connaître l'écologie bactérienne, le siège de l'infection, les facteurs liés au patient, le délai de survenue de cette infection, est-ce que le malade a pris déjà ou pas des antibiotiques dans les 2 à 3 mois, et le caractère de l'antibiothérapie. Tout ça pour vous dire que c'est un choix qui va être rationnel et raisonné. Alors il est important d'apprécier l'écologie bactérienne, qu'elle soit locale, régionale ou encore nationale, qui va nous permettre de choisir les traitements les plus régulièrement efficaces pour une pathologie donnée. Je prends comme exemple la méningite. Vous savez que les 2 germes qui sont aujourd'hui les plus fréquents et les plus impliqués dans ce type d'infection, c'est le méningocoque et le pneumocoque. Et donc, il faut utiliser une céphalosporine de 3e génération pour ce type d'infection. Alors, le deuxième exemple, c'est celui des pneumopathies communautaires graves. Aujourd'hui, comme vous le savez, les 2 bactéries qui sont le plus visées par l'antibiothérapie, c'est le streptocoque pneumoniae, qui reste toujours la première bactérie à cibler, mais aussi et surtout les germes intracellulaires et notamment les Legionella pneumophila. Et donc, le traitement fait appel à une céphalosporine de 3e génération associée soit à un macrolide ou une quinolone. Alors, le site de l'infection est un élément à considérer, notamment le site respiratoire qui est le plus fréquent, les infections urinaires, les bactériémies et les infections du site opératoire, notamment dans les infections nosocomiales. Je vous rappelle que la proportion relative de ces infections varie suivant l'activité principale de l'unité. Élément aussi important à considérer, c'est la population de patients qu'on va traiter. Il faut savoir que certains antécédents peuvent parfois et souvent orienter vers des étiologies bactériennes particulières ou vers des hypothèses diagnostiques, notamment le toxicomane, le malade splénectomisé, le malade alcoolique, le patient séropositif et certains patients qui sont BPCO. Tous ces malades peuvent être à risque d'un germe donné. Par exemple, chez le BPCO, notamment le BPCO qui fait plusieurs décompensations, eh bien, il est à risque d'avoir une infection à Pseudomonas aeruginosa. Si je prends par exemple le splénectomisé, on sait qu'il est à risque de faire des infections à Streptocoque pneumoniae. Alors, le troisième élément à prendre en considération, c'est le délai de survenue de cette infection, notamment chez les patients qui sont hospitalisés. On considère aujourd'hui que plus le délai de survenue de l'infection est tardive, plus le risque d'infection à bactéries multirésistantes est important, tout comme l'existence d'une antibiothérapie antérieure, qui est aussi un facteur de risque de bactéries multirésistantes. Alors, toujours dans le choix du traitement antibiotique, il faut savoir que choisir la bonne molécule, c'est bien, mais aussi et surtout répondre aux exigences pharmacocinétiques et pharmacodynamiques de chaque molécule antibiotique. Comme vous le savez, aujourd'hui, il existe 2 grandes familles d'antibiotiques. Nous avons les antibiotiques concentration dépendants, dont l'efficacité est corrélée au pic de concentration qui doit être supérieur à la CMI. C'est l'exemple des aminosides, surtout que ces molécules, ils ont ce qu'on appelle un effet post-antibiotique, c'est-à-dire que même leur concentration, lorsqu'elle est au-dessous de la CMI, eh bien, l'inhibition des bactéries persiste. En ce qui concerne les antibiotiques temps dépendants, notamment les bêta-lactamines ou les glycopeptides, eh bien, leur efficacité est corrélée à l'intervalle de temps où la concentration de ces antibiotiques est supérieure à la CMI. Et c'est pour cette raison qu'on doit les donner en plusieurs fois par jour, en fonction de la demi-vie, mais aussi on peut les donner en perfusion continue. J'attire votre attention sur des situations qui sont associées à une augmentation donc, du volume de distribution
et qui donc nous contraignent à utiliser des concentrations d'antibiotiques plus importantes, notamment lorsqu'il existe un œdème chez le patient polytraumatisé, lorsqu'il existe un sepsis sévère, des malades qui sont sous ventilation mécanique, des malades qui ont un syndrome de détresse respiratoire aiguë, les insuffisants cardiaques et lors des brûlures étendues. Alors on sait maintenant quand est-ce qu'il faut donner le traitement antibiotique, comment le choisir, comment le donner. Alors, comment on doit optimiser notre traitement antibiotique? Il se fait par la réévaluation de l'antibiothérapie qui va se faire entre le 2e et le 3e jour, date à laquelle on dispose le plus souvent de l'identification bactérienne des germes responsables et de leur profil de sensibilité. On peut décider aussi d'un arrêt de l'antibiothérapie probabiliste quand les résultats sont négatifs, mais aussi on peut réduire le spectre de l'antibiotique. Alors, réduire le spectre, c'est la désescalade antibiotique. Alors, la désescalade, c'est quoi? C'est une stratégie qui va permettre d'instaurer rapidement un traitement probabiliste adéquat, à large spectre le plus souvent, chez des patients à risque, et je dis bien chez des patients à risque, puis revenir à une antibiothérapie active, au spectre le plus étroit, dès l'obtention de l'antibiogramme. Son but, il est double, sauver le patient à court terme, mais aussi et surtout ne pas nuire à la population générale. Alors, 2 conditions sont nécessaires et suffisantes pour réaliser cette désescalade. Il faut tout d'abord qu'il y ait une amélioration de l'état clinique du patient et avoir des résultats, des prélèvements bactériologiques positifs. Alors, le concept de désescalade est né à partir de 3 constats. Tout d'abord, une antibiothérapie initiale inadaptée augmente le risque de mortalité en cas d'infection grave. L'échec du traitement est essentiellement dû à la résistance bactérienne. Et enfin, l'utilisation inadaptée d'antibiotiques favorise le développement de résistantes. Il n'existe aujourd'hui aucun bénéfice clinique à utiliser des bêta-lactamines à très large spectre si le germe responsable est une entérobactérie sensible aux céphalosporines de 3e génération à spectre étroit. C'est-à-dire, si j'ai commencé par exemple avec de l'imépénème, qui est une bêta-lactamine à large spectre, et que si au 3e jour j'ai identifié une bactérie, une Escherichia coli, donc sensible, il faudrait certainement revenir à un spectre plus étroit, soit une céphalosporine de 3e génération, soit à de l'amoxicilline plus l'acide clavulanique. Rien ne justifie aussi de poursuivre un traitement par un glycopeptide, c'est-à-dire la vancomycine, si aucun staphylocoque aureus méthicilline résistant n'a été isolé. Eh bien, le respect de cette règle peut permettre de diminuer très significativement la consommation d'antibiotiques à très large spectre et donc réduire la pression de sélection et peut-être un jour réduire la résistance bactérienne. Alors, on arrive à la durée optimale du traitement antibiotique. Il faut savoir d'une manière générale qu'un traitement trop court fait courir le risque de rechute ou d'échec thérapeutique et à l'inverse, un traitement prolongé peut favoriser l'émergence de bactéries multirésistantes et donc provoquer une toxicité. Alors la durée du traitement n'est pas encore définie dans la littérature. Aujourd'hui, on peut utiliser des biomarqueurs et le biomarqueur le plus connu, c'est essentiellement la procalcitonine, c'est-à-dire suivre la cinétique de la procalcitonine pour permettre bien évidemment de guider la durée du traitement antibiotique. Vous savez que ce biomarqueur, sa valeur initiale, elle est de 0,5 microgrammes par millilitre. Et donc, il va probablement être élevé au cours d'une infection bactérienne. On va suivre ce biomarqueur et si la dose de procalcitonine donc, est inférieure à 0,5 où il y a une réduction de plus de 80% par rapport à la valeur initiale, eh bien, on peut arrêter le traitement antibiotique. Alors, faut-il utiliser une ou 2 molécules antibiotiques? Tout d'abord, je vous rappelle que le but d'une association d'antibiotiques, c'est 1. Élargir le spectre, 2. Avoir une synergie, 3. La prévention de l'émergence de mutants résistants et bien sûr la diminution de la toxicité. Quoique aujourd'hui, les 2 éléments qui sont pris en considération, c'est l'élargissement du spectre et la synergie. Alors pour quelles bactéries une association? Tout d'abord pour les bacilles gram négatifs, notamment des bacilles gram négatifs non fermentants, lorsqu'il s'agit d'un Pseudomonas aeruginosa ou un Acinetobacter baumannii, il faut utiliser donc 2 antibiotiques. On peut utiliser aussi 2 antibiotiques lorsqu'on isole une entérobactérie résistante aux céphalosporines de 3e génération, donc productrice de bêta-lactamase à spectre élargi. Pour ce qui est des coccigrams positifs, alors l'entérocoque est traité par 2 antibiotiques, tout comme le staphylocoque aureus résistant à la méthicilline. Alors, il y a certaines molécules antibiotiques qui ne doivent pas être utilisées en monothérapie seules, notamment les quinolones, l'acide fusidique, la phosphomycine, la rifampicine.
Pourquoi? Parce qu'ils peuvent induire une mutation. Nous devons aussi utiliser une association d'antibiotiques, notamment chez le neutropénique fébrile, ou lorsqu'il y a une pathologie donc grave, notamment dans les pneumonies nosocomiales tardives, les péritonites nosocomiales, les infections sur cathéter, les endocardites, les infections osseuses, et lorsque le patient est en sepsis sévère ou en choc septique. Conscient de la fréquence, mais surtout de la gravité potentielle des infections aujourd'hui à bactéries multirésistantes, nous devons bien évidemment rationaliser nos prescriptions au niveau des antibiotiques, au niveau des urgences. Et c'est ce que les Américains et les anglophones appellent l'antibiotic stewardship. Alors c'est quoi l'antibiotic stewardship? C'est le moindre usage des antibiotiques, c'est-à-dire faire le bon diagnostic de l'infection et savoir différencier une infection virale d'une infection bactérienne pour ne traiter qu'une infection bactérienne. Ne pas oublier de prélever les patients avant traitement. Une meilleure gestion de l'antibiothérapie probabilis, en tenant compte de l'épidémiologie locale, la réévaluation de l'antibiothérapie au 2e ou 3e jour et éventuellement la désescalade lorsque cela est possible. Bien sûr, la disponibilité des outils microbiologiques pour le diagnostic, l'examen direct, le gramme, la CMI et le suivi thérapeutique, c'est-à-dire le dosage des sériques. Et bien sûr, choisir la bonne molécule, mais aussi et surtout respecter les contraintes pharmacocinétiques et pharmacodynamiques de chaque antibiotique.